Ok, donc je vais donc commencer la présentation sur l'étude Mars TNT. Donc en précisant que c'est une étude qui a regroupé en fait trois types d'intervenants. Hein. Donc nous à INRAE, laboratoire UMRSAS, le bureau CHEM, là, donc une structure de R&D qui a fait l'essentiel du travail en matière de modélisation de la partie terrestre, et, et le CEVA pour la partie modélisation littorale. Donc là, l'exposé va être partagé entre moi sur l'introduction et la partie continentale terrestre, et puis Pierre-Emmanuel Homs sur la partie CEVA, mais je voudrais préciser qu'il y a eu aussi Chem qui a fait une grosse partie du travail. Donc, pour commencer, juste une petite mise au point sur quelques éléments de compréhension. Enfin, je ne suis pas le spécialiste des marées vertes, mais simplement pour essayer de préciser un petit peu qu'est-ce qui peut contrôler l'ampleur d'une marée verte et qu'est-ce qui fait que d'une année sur l'autre, ça peut être extrêmement différent. En fait, il y a plusieurs facteurs qui se relaient au cours de l'année. Hein. En tout début de saison, vers le mois de mars, avril, ce qui va jouer beaucoup sur la quantité d'algues qu'on va trouver, ça va être le stock initial, c'est-à-dire combien il y a d'algues qui ont survécu à l'hiver. Alors ça va dépendre de ce qu'il y avait déjà à la fin du printemps, à la fin de l'automne d'avant, et puis de tout ce qui va se passer dans l'hiver, en particulier la fréquence et l'ampleur des tempêtes, et suivant les baies, si elles sont plus ou moins protégées par rapport à ces tempêtes. Ensuite, les algues vont connaître une phase de croissance relativement importante, relativement rapide au printemps, et ça va être essentiellement sous la dépendance des conditions de température de l'eau et d'ensoleillement à cette période. Bien sûr, elles auront aussi besoin de nitrate pour pousser, mais comme les débits des rivières seront relativement élevés, en général, le nitrate n'est pas limitant à cette période-là. Et puis ensuite, progressivement, on passe dans une phase où les débits décroissent et les températures de l'eau augmentent, l'ensoleillement augmente. Donc, ce qui va devenir limitant cette fois, ça va être vraiment la fourniture d'azote, donc en lien bien sûr avec les pratiques agricoles et la séquence de pluie pendant l'hiver et pendant le printemps qui précède, et puis éventuellement aussi la pression de ramassage. Et puis finalement, on va arriver en fin de saison à des stocks de fin d'automne qui vont dépendre de tout ce qui s'est passé pendant l'année, des ramassages, de l'importance de la croissance pendant l'année, et puis aussi de l'ensoleillement, de la température et des tempêtes qui vont se passer en automne. Donc on le voit, c'est ce qui fait qu'il y a des années où ça va être très précoce et très important, d'autres où ça va être beaucoup plus modeste. Et en fait, ce sur quoi on peut agir le plus à l'heure actuelle, c'est les pratiques agricoles qui vont jouer sur les fournitures d'azote, mais on voit que c'est qu'un facteur parmi bien d'autres. Et c'est un peu le but de cette étude, de voir un petit peu comment les séquences météo et les fuites d'azote vont jouer ensemble ou en antagonisme pour faire croître les algues. Je m'explique, c'est-à-dire que si il y a certaines séquences météo qui vont favoriser les fuites d'azote, mais qui vont être plutôt défavorables à la croissance des algues, donc on va être dans une espèce d'antagonisme des effets du climat, de la météo, et puis d'autres fois où ça va être en synergie. Donc on voulait essayer de préciser ça de façon à non pas raisonner à dire si on obtient tel niveau d'azote, on va enlever les algues ou on va favoriser les algues, mais plutôt de réfléchir en matière de fréquence d'années où on va avoir beaucoup d'algues et d'années où on en aura moins. Et puis, du coup, puisqu'on parlait climat, météo, on a eu la question de curiosité pour voir si, à échéance de 20 à 30 ans, le changement climatique, est-ce qu'il va nous aider ou contrecarrer la lutte contre ces marées vertes. Et puis, la dernière question, qui est
la plus attendue, la plus importante, ce serait de dire de combien faudrait-il diminuer ces fuites pour éviter complètement, par exemple, les années à très forte marée verte. Alors, sur les 3 premières questions, on a pas mal d'éléments de réponse d'ores et déjà. Par contre, sur la dernière question, en fait, comme vous le verrez, on a besoin de faire quelques travaux supplémentaires, notamment sur le modèle EcoMars 3D ULF, pour préciser ça. Donc, la méthode, en fait, ce qu'on a fait, ce qu'on fait classiquement avec des modèles, hein, c'est aussi ce qu'a montré Luc au début, c'est on simule des scénarios en couplant, alors nous, ce qu'on a fait, c'est coupler un modèle bassin versant, donc le modèle TNT2, avec un modèle littoral, qui est le modèle EcoMars 3D. Donc ces modèles vont vous être présentés maintenant, d'abord en détail pour EcoMars 3D et puis beaucoup plus succinctement pour TNT. Donc je vais maintenant arrêter mon partage d'écran, si j'y arrive, pour passer le relais à Pierre-Emmanuel. Merci Patrick, je vais essayer de mettre ma présentation. Oui. Ok, vous m'entendez bien? Et oui. Est-ce que vous voyez la présentation aussi? Super. Oui, elle est bien en mode plein écran. Très bien. Donc voilà, donc moi je vais vous présenter la partie Mars 3D de cette étude de couplage entre les flux modélisés par TNT2, donc réalisé par Chem et l'INRA, et donc le modèle littoral Mars 3D UV qu'on a fait tourner ici au CEVA. Donc voilà l'idée générale en fait de cette étude. Et donc, pour la partie modèle Mars 3D ULV en vert que nous avons ici, une des premiers objectifs, c'était de redéfinir vraiment l'emprise géographique du modèle et améliorer vraiment sa résolution spatiale que celle qui était présente dans les études précédentes. D'intégrer en plus dans ce modèle des maillons écosystémiques tels que le phytoplancton et le zooplancton, afin d'avoir vraiment un écosystème qui soit le plus complet possible. Ensuite, de mettre en place donc, les scénarios de flux d'azote que pourront modéliser l'INRA et Chem à travers le TNT2, et donc de déterminer des relations biomasse simulées par le modèle avec les surfaces couvertes en nul qui sont mesurées donc, à l'aide des suivis aériens, des survols aériens tous les mois par le CEVA. Et ensuite, de pouvoir faire évoluer donc, ce critère DCE qui est calculé sur l'indicateur biologique Bloom de macroalgues, et donc de voir en fonction des scénarios quelle va être son évolution au cours du temps. Donc, rapidement, une présentation du modèle EcoMars UV. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout d'abord un cœur hydrodynamique, donc il va calculer l'advection et la dispersion. Sur ce cœur hydrodynamique vont s'ajouter un modèle avec des processus qui sont biochimiques, des compartiments planctoniques, donc comme on a vu du zooplancton et du phytoplancton, et des espèces biologiques à part entière telles que Ulve, ou même on peut mettre des coquillages, des crustacés. Donc, pour faire tourner tout ce modèle, tous ces compartiments, il est nécessaire d'avoir de nombreux forçages tels que la bathymétrie, la marée, la météo, les flux continentaux, tous les nutriments, donc azote, phosphate, MES, silice. On a besoin de pas mal de forçage qu'il est nécessaire d'avoir. Et donc, ici, je vous présente le modèle EcoMars, qui est le modèle biogéochimique, donc en dehors du modèle hydrodynamique, donc ils sont couplés les deux. Mais là, je vous présente que les issues du modèle EcoMars 3D. Donc avec les compartiments phytoplancton, zooplancton et les différents processus biogéochimiques qui se déroulent entre les différents compartiments.
Je vais passer rapidement. Et en fait, dans ce modèle va se rajouter donc le compartiment ULV avec sa biomasse et ses quotas. Donc, ses quotas en azote et en phosphore. Et les quotas, c'est donc le contenu interne en fait en azote des ULV. Et donc, voici les forçages qui sont nécessaires à faire tourner tout ce modèle. Donc, voici le modèle, l'emprise géographique du modèle Mars 3D sur Saint-Brieuc. Donc, il a été nécessaire de faire deux modèles, un modèle de grande emprise qui s'appelle le rang 0 et un modèle à plus petite, à fine échelle qui est le rang 1. Donc, on a des résolutions spatiales respectives de 200 et 50 mètres. Donc, c'est des mailles qui sont carrées avec une discrétisation aussi également sur la verticale. Donc, avec 15 niveaux sur la verticale pour le rang 0 et 7 pour le rang 1. Donc, ce sont des emprises qui sont relativement assez fines en fait pour le modèle. Donc, les chroniques de flux qui sont sur bimensuelles interpolées à l'origine. Donc, ça, c'est ce qu'on avait avant de pouvoir avoir les flux donc, modélisés par l'INRA-HM. Et donc, on voit bien en fait la différence des variations en fait, au cours du temps entre les débits qui sont donc, prescrits tous les jours et les mesures qui sont prescrits maximum 2 fois par mois. Donc, on voit qu'entre deux mesures qui sont interpolées, en fait, au niveau des débits, il se passe plein de choses. Et on se doute qu'au niveau aussi des concentrations, il se passe aussi également beaucoup de choses. Et c'est ça que donc, les flux T2 vont permettre de mieux appréhender, d'être plus proche de la réalité. Donc, pour initialiser le modèle Mars 3D, on a besoin d'une cartographie initiale en nul. Et donc, cette cartographie est faite réalisée à partir des dépôts numérisés des photographies aériennes, donc des suivis, des survols réalisés par le CEVA depuis, donc là, c'était depuis 2008. Donc, pour chaque survol, on détourne les zones de croissance des bulles et ainsi, on pourra pour savoir si quelle maille a une probabilité élevée de pouvoir faire croître des bulles dans cette maille. Donc, là, la validation hydrodynamique du modèle. Donc, ce que je vous en bleu sont les prédictions d'eau réalisées par le CHOM, donc qui fait référence en la matière ici en France, et donc prédit par à une station Le Léguier. Et donc, on peut voir qu'il reproduit fidèlement le prédit par le CHOM avec un décalage temporel moyen inférieur à la minute et une erreur relative moyenne de 0,6%. On voit que c'est assez extrêmement précis. En chimie, donc une seule station ici, de Saint-Quier, avec des mesures qui sont pour les nutriments qui sont uniquement en hiver. Mais on peut voir que globalement, les mesures qui sont chez les croix vertes et le modèle sont quand même assez cohérentes pour l'ensemble des mètres mesurés donc, par la station ici à Saint-Quier. Donc ça, ces observations sont faites de 2008 à 2018. Alors, oula, ça va être trop vite. Donc là, ici, je vais vous présenter donc, les résultats du modèle. Ici, vous pouvez voir en haut, sur la vignette du haut, donc l'évolution du nitrate, la dispersion du nitrate au cours du temps. En bas à gauche, c'est la biomasse, donc en ULV, donc en kilogrammes mètre carré pour les couleurs. Le quota en azote qui est en azote de l'ULV. Et on voit au cours du temps donc, que la biomasse augmente et que l'azote, le contenu en azote des ULV va diminuer au cours du temps, au fur et à mesure que la biomasse donc, augmente et que les nitrates diminuent en période sèche. Donc, ça, c'est un exemple voilà, de résultat que le modèle permet. Je me permets, Pierre-Emmanuel, parce que le son est un peu haché. Là, c'est sur quelle période que tu as fait simuler? C'était de
de mars à… Alors, c'est de mars à octobre. D'accord, voilà. Oui, parce qu'on a le son est un peu découpé. On a… Mais tu peux continuer, excuse-moi. OK. Donc, en résumé, on a amélioré la résolution du modèle de la baie de Saint-Brieuc, donc à une résolution de 50 mètres de côté. Le modèle a été très validé hydrodynamiquement et les variables biochimiques qu'on a montrées sont cohérentes avec les mesures disponibles. Et donc, grâce au couplage avec TNT2, ça va nous permettre de disposer de scénarios de diminution des flux qui sont le plus réalistes dans leur saisonnalité, parce qu'avant, on plafonnait à 10 mg par litre les concentrations, ce qui revenait en fait pas vraiment réaliste. Voilà. Mais cependant, il y a une grosse limitation du modèle, c'est que dans son état actuel, il surestime pour l'instant les surfaces mesurées il surestimé par rapport aux surfaces mesurées en nul. Et donc, les résultats pourraient donc sous-estimer en ce moment l'impact des scénarios de réduction d'azote. Les concentrations en nutriments dans les bassins versants, qu'on a vu avec la présentation de Rémi, donc une version de la stratégie d'échantillonnage spatial, mais pour le modèle en tout cas, et aussi NT2, il est important d'avoir aussi des échantillons qui soient plus résolus dans le temps. On pourrait donc améliorer également les processus de croissance modélisés dans le modèle Mars afin de mieux affiner donc, cette surestimation des billes et donc avoir vraiment l'évolution en fonction de ce signal. Transposer tout cela aux autres B à marée verte. Donc merci, je repasse la main à Patrick. Merci Pierre-Emmanuel. Donc, vous m'entendez toujours? Oui. Oui, tu peux arrêter ton partage d'écran. Oui, ce qu'on peut préciser, parce que le son était un peu haché, donc ce que Pierre-Emmanuel a précisé là, en disant que le modèle, dans son état actuel, pour l'instant, surestime les valeurs de surface d'échouage, et donc par rapport le modèle, lui, il calcule des biomasses d'ulf, et donc c'est de faire correspondre ces quantités de biomasse modélisées aux surfaces réelles mesurées, observées lors des survols que fait Sylvain. Donc, c'est un travail qui doit être complété là dans les 6 mois pour que les sorties finales de ce couplage, qu'on ait des résultats finaux, quoi. Là, on est pour cette partie-là, on est encore à un point d'étape. Bon, je laisse Patrick reprendre la parole. Oui, donc vous m'entendez toujours? Ça va? Oui, c'est bien. Donc, moi, je vais juste présenter une diapo sur le modèle TNT2 que j'ai déjà eu l'occasion de présenter très souvent. Si vous voulez plus de détails, vous en aurez cet après-midi. Donc, ce qui est important de dire, c'est que c'est un modèle spatialisé, c'est-à-dire il essaie de reproduire au mieux dans l'espace la variabilité des pratiques agricoles et des transformations de l'azote et du mouvement de l'eau. Donc, en fait, il couple un modèle hydrologique assez classique, spatialisé, avec un modèle de croissance de culture et de transformation de l'azote qui travaille au niveau du sol. Donc, ça veut dire qu'on entre dans le modèle une description du bassin versant, relief, sol, etc. On entre aussi, bien sûr, les paramètres météo, climatiques et les pratiques agricoles le plus précisément possible, le plus proche possible de ce qui se passe au niveau de la parcelle. Et donc, on en tire des variables spatialisées qui peuvent être des concentrations de nappes. Alors, par rapport à ce que vous a montré Luc, c'est beaucoup moins détaillé, beaucoup moins précis et de façon est beaucoup plus frustre. En gros, si vous voulez, on considère que subsurface et profond, c'est à peu près la même concentration, hein, pour simplifier. Mais on obtient des temps moyens de résidence qui sont très cohérents avec ce qui vous a été présenté tout à l'heure.
Et puis des résultats agronomiques, hein, on peut avoir des exportations d'azote sur le bassin, etc. Et puis, donc, bien sûr, les flux à l'exutoire, les débits, les concentrations nitrates qui vont être introduits dans le modèle EcoMars 3D ensuite. Donc, par rapport à ce qu'on avait déjà fait, puisqu'on avait déjà modélisé l'ensemble des bassins algues vertes il y a une dizaine d'années maintenant, hein, donc on a actualisé les données pour prolonger la simulation jusqu'en 2018. Et puis, surtout, on a étendu le domaine de la simulation, puisqu'avant, on s'arrêtait aux stations de mesure qui avaient les données les plus anciennes et à la fois des données de débit et de concentration. Et là, donc, on a étendu pour aller vraiment jusqu'à l'exutoire de la mer pour pouvoir donc coupler avec EcoMars. Donc, voilà quel scénario on a testé. Donc, on a fait deux types de tests au niveau forçage climatique. On a d'abord utilisé la séquence climatique 2008-2018 qu'on a répété plusieurs fois parce qu'on en avait besoin. On avait besoin de faire les scénarios sur une longue période, hein, parce que comme vous l'a dit Luc, on a un temps de résidence d'une dizaine d'années, donc pour pouvoir, plutôt d'une quinzaine d'années en moyenne, donc pour pouvoir vraiment avoir l'effet des scénarios, il faut mieux avoir 30 ans que seulement 10. Donc d'abord, on a fait la calibration sur les données observées sur ces 10 années. Ensuite, on a fait un scénario où on fait l'hypothèse que les pratiques agricoles n'auraient pas changé depuis les années 2000, en gros, pour voir un peu finalement ce que nous avons gagné après 40 ans de lutte contre la pollution nitrique, toutes choses égales par ailleurs. Ensuite, on a fait un scénario qu'on a appelé baisse de surface cultivée, où donc on a réduit la surface en culture du bassin versant, artificiellement bien sûr, de façon à disposer d'une méthode qui nous permettait d'abattre les pertes nitriques, donc les flux nitriques arrivant en baie, de la façon la plus souple et la plus précise possible et la plus rapide possible, tout en restant complètement réaliste dans les processus, hein, de façon à pouvoir ensuite régler en quelque sorte qu'on va passer au modèle EcoMars 3D derrière. Et puis ensuite, on a fait une simulation, là encore hypothétique, hein, d'une généralisation d'une agriculture à très basse fuite d'azote sur l'ensemble du bassin, en prenant quand même comme hypothèse qu'on maintiendrait grosso modo une production agricole assez proche de ce qu'elle est à l'heure actuelle, mais en appliquant vraiment au maximum toutes les mesures les plus recommandées en matière de réduction de fuite, non seulement mesures, mais aussi changement de système dans certains cas. Et puis, on a fait une autre série de scénarios sur les projections climatiques données par les modèles climatique de Météo France, où on a simulé la référence, donc les pratiques agricoles actuelles, plus un scénario d'abattement baisse surface cultivée correspondant à 30% d'abattement de flux. Donc, je vais passer en revue très rapidement ces différents scénarios. Pratiques agricoles passées, donc le principe, c'est de prolonger les pratiques agricoles plutôt de fin des années 90 jusqu'en 2018. Alors, qu'est-ce qui a changé concrètement entre-temps? D'abord, la pression azotée totale a diminué d'environ 25%. En tout cas, d'après les estimations qu'on a faites, hein, ce qui n'est pas forcément exactement la réalité, mais bon. Ensuite, on a une proportion plus importante. On avait à l'époque une proportion plus importante d'itinéraires techniques avec surfertilisation assez caractérisée. On n'avait pas de contraintes sur les calendriers d'épandage de différents produits organiques. Et puis, on n'avait aucune culture intermédiaire, quasiment aucune culture intermédiaire. Par contre, ce qui a assez peu changé finalement entre ces deux dates, c'est les assolements globaux, c'est-à-dire la proportion moyenne des cultures principales, hein, surtout blé, maïs, prairies temporaires, hein, pour simplifier,
Et puis la production végétale totale, si on l'exprime en équivalent azote, c'est-à-dire la quantité d'azote récoltée, exportée ou mangée par les animaux. Le résultat de ce scénario, on voit que donc, à partir des années 2005, ça diverge de façon assez brutale, mais ça c'est un peu lié, il ne faut pas trop s'attacher à la dynamique ici, hein, c'est une reconstitution un peu schématique qu'on a fait. Mais donc le plus important, c'est qu'on aurait eu des flux arrivant en baie qui auraient été vraiment nettement plus forts, ce qui laisse prévoir qu'on aurait continué un type de régime de marée verte où on aurait eu des très fortes marées vertes pratiquement tous les ans. Si je passe au deuxième type de scénario, donc baisse de la surface cultivée, donc le principe, c'est de convertir une partie de la SAU en une végétation non fertilisée, pérenne, qui consomme de l'azote. Alors, vous avez là un troisième type de schématisation de ce qui se passe dans un bassin versant. Vous en avez déjà eu pas mal dans les exposés précédents. Mais donc, l'idée, là, c'est de commencer par convertir les zones qui sont les plus en bas de versant, qui sont les zones donc, qui sont susceptibles d'avoir des interactions entre la nappe de subsurface et qui est capable de remonter à certaines périodes dans le sol et donc à injecter dans le sol du nitrate qui, s'il trouve une végétation qui a faim d'azote et qui est active à ce moment-là, peut pomper cet azote-là. Et puis, comme vous l'avez dit aussi, comme vous l'ont dit aussi les intervenants précédents, ces zones de bas de versant sont aussi celles où l'eau renouvelle la plus vite et donc là où il y a le plus de contact temporel rapide entre ce qui se passe et l'eau de la rivière. Donc le moins de délai entre un changement ici et puis la rivière. Mais donc, on a quand même largement dépassé ces zones de bas-fond, hein, puisqu'on a modifié, on a fait toute une gamme de changements, de conversion des pratiques agricoles de la surface cultivée, je veux dire, jusqu'à aller jusqu'à 100% d'abandon de surface cultivée, hein, de façon à construire des sortes d'abacs, si vous voulez, pour essayer d'explorer l'ensemble des possibles. Et donc, la végétation pérenne qu'on a utilisée, c'est des prairies permanentes, fauchées et non fertilisées, qui, pour le modèle, est la façon la plus pratique de faire les choses. Les résultats que vous avez là, donc là, vous avez le pourcentage d'abattement en fonction du nombre d'années à partir de l'application du scénario. Et là, vous avez les différents taux de conversion de surface. Hein, donc, pas de surface convertie et toute la surface convertie. Et ce qu'on voit là, c'est que, comment on lit le graphique, hein, là, vous avez un abattement d'environ 30% qui est atteint au bout de 8-10 ans. Et ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, le gain qu'on obtient entre 0 et 10, voire entre 10 et 20%, est bien supérieur à ce qu'on obtient après, hein, puisque les courbes se rapprochent de plus en plus les unes des autres, ce qui signifie bien qu'en fait, dans ces premiers, disons, 20% de surface qui sont en bas de versant, on cumule en fait un effet retrait de surface cultivée et donc diminution de la fertilisation avec un effet interception de ce qui vient de l'amont, alors qu'ensuite, en fait, on n'a plus que l'effet retrait de surface et baisse de la surface fertilisée. Maintenant, quelques mots sur le scénario basse fuite d'azote. Alors, je ne vais pas tout détailler ici parce que ce serait un peu long. Je pense qu'on va dépasser. Mais le principe, c'était de combiner et de systématiser les préconisations les plus exigeantes d'adaptation des systèmes actuels pour limiter les fuites d'azote. Donc, en gros, ça consistait à supprimer les situations les plus à risque de fuite
en particulier les rotations avec maïs en silage, les rotations, les céréales d'hiver remplacées par des sipans et des céréales de printemps, le maïs grain remplacé par du maïs grain avec semis sous couvert systématique. Ensuite, réduire le recours à la fertilisation minérale par substitution au maximum par des engrais organiques. Et puis, tout en essayant de maintenir les niveaux de production, ce qu'on a essayé de satisfaire, en particulier avec des volumes d'effluents ou d'azote produits par les animaux qui soient relativement constants. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? En particulier, si on le compare avec les scénarios BSC précédents, en gros, en appliquant ça systématiquement sur l'ensemble du bassin versant, on arrive à peu près à 25% d'abattement en une dizaine d'années, donc ce qui correspond à peu près à 7% de conversion dans le scénario précédent, avec un effet qui est plus long à se mettre en place. Vous voyez, pendant les premières années, la courbe rouge est largement au-dessus des autres. C'est seulement à la fin qu'il se rattrape. C'est normal, puisque on travaille sur l'ensemble du bassin versant. Et puis, tendance en particulier sur le Q90 à avoir un effet encore un peu plus retardé, un peu moins net. Alors maintenant, pour terminer, juste une tentative de comprendre le lien avec les marées vertes sur la base des scénarios simulés en couplage avec EcoMars 3D Ulve dans l'état actuel, donc avec la prudence qui est de mise compte tenu du fait qu'on a une certaine surestimation des biomasses et surtout des surfaces d'échouage avec EcoMars 3D. Donc là, vous avez sur des données simulées uniquement, la biomasse simulée en fonction du taux d'azote dans la deuxième partie de l'été. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une relation. Alors cette relation, je l'ai construite sans le point 2017, sinon ça aurait été beaucoup moins bon. Mais déjà, même sur cette relation sans 2017, vous voyez qu'il y a quand même une grosse dispersion. Alors pourquoi cette dispersion? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que les flux d'azote qui sont contrôlants. Et en fait, donc, en combinant avec les données d'EcoMars 3D, on s'aperçoit qu'en fait, on a 3 types d'années. Des années pour lesquelles l'azote, il n'est jamais limitant, parce qu'on a des concentrations ou des débits tout au long de la période qui sont suffisamment élevés pour ne pas limiter la croissance des ulves. C'est en particulier le cas de 2008. À l'opposé des situations où on a une limitation quasiment dès le début de la saison, où là, donc, les flux en avril en 2011 étaient du même niveau que les flux en août en 2008, pour donner un ordre de grandeur. Donc, une limitation très forte dès le début de la saison, ce qui fait que les algues ont du mal à pousser. Et puis, vous avez toutes ces situations intermédiaires où, en fait, l'expression de la limitation par l'azote va dépendre complètement de la séquence météo. Alors, j'ai mis 2 exemples ici. En 2015, où on parlait d'un stock faible déjà en début de printemps, et puis un printemps très sec et très froid qui a fait que on a eu une limitation qui est intervenue relativement vite, et les algues qui ont mal poussé au printemps, et à l'opposé, fameuse année 2017 où on avait un stock de départ extrêmement élevé, une fin d'hiver très chaude et très ensoleillée, et puis après ça ne s'est pas complètement résorbé, donc de fait, dès le mois de mai, on avait des biomasses tellement importantes que le système s'auto-alimentait et il ne pouvait pas y avoir de limitation vraiment par l'azote. Et si on plaque là-dessus les scénarios avec réduction d'environ 30% en moyenne des flux d'azote, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, cette réduction
elle va permettre, les années où il y avait déjà une limitation d'azote, de descendre encore plus les biomasses de façon très nette. Hein. Par contre, les années où on était en non limitant, eh ben, même si on réduit considérablement les flux, on est toujours finalement dans une situation où on est relativement non limitant. Ou alors, quand on était vraiment très précoce, ben, on reste sur la précocité qui fait que la limitation par l'azote ne peut pas vraiment s'exprimer. Et là, la baisse est beaucoup plus faible. Donc, de façon caricaturale, on pourrait dire que dans l'état actuel des choses, une réduction limitée des flux d'azote ne permettrait pas d'éviter les années les plus catastrophiques. Donc, en conclusion, je ne suis pas tout à fait fini. Donc, chaîne de modélisation qui est à peu près opérationnelle. Et donc, on va commencer l'extension de l'étude à d'autres baies une fois qu'il sera réglé le problème de surestimation des Comars 3D. On a quand même gagné déjà une bonne compréhension des rôles relatifs du climat et des pratiques agricoles sur le phénomène. Alors, je ne détaille pas là, je pourrais détailler cet après-midi, mais quand même, le plus souvent, on a plutôt antagonisme entre les séquences climatiques qui favorisent le départ d'azote et les séquences climatiques qui favorisent les algues. Donc, on a rarement les deux en même temps, ça peut arriver, mais en général, les deux se compensent en partie, sauf vraiment dans les scénarios catastrophes comme 2017. Et puis, si on poursuit la réduction des flux nitriques, c'est très important, on va accroître probablement la fréquence des situations limitantes, mais pour arriver à vraiment supprimer les années très importantes, de bloom très importants, il faut continuer peut-être aussi à développer d'autres mesures sur les stocks initiaux et la croissance printanière. Et puis, un peu ce qu'on espère déjà démontrer avec le modèle et puis se transformer en réalité un jour, c'est passer d'une situation, donc ça c'était la situation passée, très caricaturale, où on avait à peu près tous les ans, quel que soit le climat, des blooms algaux très importants, à la situation actuelle où en fait on a une grande variabilité suivant les séquences climatiques. Des fois, ça marche, ça limite, et puis d'autres fois, ça ne marche pas, à une séquence où finalement, d'année en année, on baisse les stocks d'algues en fin d'automne grâce à la limitation par les flux d'azote, et puis on les baisse jusqu'au moment où on arrêtera de reconduire. Ce qu'on a déjà quelque part un petit peu observé dans certains bassins où il y a eu remplacement des vulves par d'autres espèces moins exigeantes en azote. Est-ce qu'on pourrait imaginer, voire généraliser, si on arrive encore à baisser suffisamment donc, ces flux d'azote? Voilà, je vous remercie.